Ok les gars, il y a un créateur de contenu sur YouTube là qui me fascine beaucoup parce qu'il est un peu unique en son genre. Ce mec n'a pas beaucoup de vidéos, il poste pas tout le temps, mais c'est un phénomène. Ah, quand je vais poster sa chaîne, vous allez savoir de qui je parle sûrement. Je vous laisse un peu le suspense. Bon, je vais vous montrer maintenant la capture d'écran de mon ordinateur. Oui, vous le connaissez sûrement. Ça, je ne doute pas. Tu connais ce mec. Il s'appelle Ego. Ego, écoute d'abord le nom. Le nom de chaîne d'abord, c'est de l'ego même. Et il est Ego. Donc, il a trop de l'ego en lui-même d'abord. Quand tu vois sa chaîne, tu sens qu'il a trop d'ego. Il n'est pas là pour bagarrer avec l'algorithme. Il n'a que posté 10 vidéos à ce jour. Bon, avec deux shorts, ça fait 12 vidéos. Depuis plus de combien d'années qu'il est sur YouTube? Depuis 2021, depuis 5 ans. Et il a fait 1 million d'abonnés. Ce mec poste carrément une vidéo par an. Pas tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Il poste pas tous les jours. Il poste une vidéo tous les 6 mois. Et ça pète. 3 millions de vues, 5 millions de vues. Toutes ces vidéos sont les bangers. Quand il poste une vidéo, moi j'ai envie de regarder absolument. Il n'y a aucune de ces vidéos que je ne regarde pas. Bon, ça c'est cette vidéo. C'est la vidéo c'est que j'ai pas encore regardé. Il a des vidéos qu'il a postées il y a 2 semaines. J'ai pas encore regardé. Mais j'ai voulu faire une vidéo spéciale pour regarder ça avec vous parce que ces vidéos sont des purs délices. Quand je regarde sa vidéo, vraiment, je sens en pleine immersion. Et pour regarder sa vidéo, je- bref, je veux que la réaction soit ensemble. C'est ça que je voulais lancer la vidéo avec vous. Sans plus tarder, je vais lancer sa vidéo. On va écouter. Euh, Dans le ventre de milliers d'ordinateurs, dispersés dans le monde entier, s'agitent des millions de petites créatures virtuelles, qui naissent, qui luttent, qui évoluent, les sujets attachants d'expériences fascinantes. À titre personnel, je peux regarder ces ersatz de vie batifolés dans leurs environnements virtuels pendant des heures et m'en satisfaire. Mais d'autres sont frustrés de voir ces amas de pixels coincés dans leur dimension en 2D. Ces autres veulent aller plus loin et les ramener dans notre monde, les transférer du virtuel au réel. Voilà comment les choses ont commencé. En 1994, Carl Sims, artiste et scientifique, crée un programme qui fait évoluer des créatures pour une fonction déterminée. Il ne façonne pas les créatures lui-même, il utilise plutôt ce qu'on appelle un algorithme évolutif, un programme qui vient imiter l'évolution, donc qui génère une population de solutions aléatoires et qui les teste selon un objectif. le jeu de vie 2D 2.0. Si je me souviens bien, il avait déjà fait une vidéo sur le jeu de la vie, la version 1. Sûrement, c'est la vidéo qui a le plus bien marché sur la chaîne et il a décidé de faire la partie 2. Attends, je vérifie ça. De la résistance. Ah, voici, ça ici, c'est la partie 1. Le jeu de vie. C'est vrai que j'avais pas trop aimé. Voici sa vidéo, l'horreur des trombones. C'est le jeu que j'ai vraiment, la vidéo la plus populaire, c'est que j'ai vraiment adoré. J'ai même joué ce jeu. Donc, c'est la partie 2 de cette vidéo qu'il fait. Le jeu de vidéo 2.0. Écoutons, non, non. Précis en ne gardant à la fin que les plus efficaces. Par exemple, ces créatures doivent nager le plus vite possible. Comme on leur donne simplement un objectif, celui de nager le plus vite possible, on se retrouve avec des configurations que le chercheur n'attendait pas forcément, mais qui sont bel et bien efficaces. Vous reconnaîtrez des mouvements similaires à ceux de vraies créatures aquatiques. C'est très joli. Ces créatures-ci doivent avancer sur la terre ferme le plus vite possible. Celle-ci avait initialement été développée pour nager, mais on l'a sortie de son aquarium pour voir ce qu'elle arriverait à faire. Bon, celle-ci sautille, celle-ci galope, celles-ci doivent suivre un point, celles-ci doivent prendre le contrôle d'une boîte, et j'aime bien les stratégies utilisées. On commence avec de longs bras pour attraper le cube, puis on roule, puis l'une évolue en bloquant son adversaire, l'autre évolue en grimpant sur l'obstacle que représente son adversaire, celle-ci plaque carrément son opposant, celle-ci protège le cube, celle-ci l'emporte avec elle. Quand on place ces deux-là face à face, ça se transforme vraiment en bataille, et je sais que je projette mes émotions humaines sur ces morceaux de code, et j'ai presque l'impression de percevoir une animosité. La bleue fait quelques gestes suspects, mais l'arbitre a l'air de laisser passer. Au final, les résultats dépendent vraiment de ce qui se trouve en face, c'est une sorte de dynamique de pierre-feuille-ciseaux. Un tournoi est organisé, et c'est cette créature, assez ennuyeuse, qui finit par l'emporter. Bravo. Pour moi, aujourd'hui, quelques décennies après cette expérience, c'est déjà stimulant intellectuellement. Je ressens une forme de fascination. Alors imaginez en 1994, quand ces résultats sont publiés, ce que peuvent penser les curieux qui tombent sur ces images. Et Unity, à l'époque, commence à faire son chemin dans la tête de certains de ses spectateurs. Transférer certaines de ces créatures du virtuel au réel. Début 2000, la frontière commence à être franchie, des chercheurs arrivent à produire, à l'aide d'imprimantes 3D, des formes simples, designées à partir d'algorithmes évolutifs, des formes pas bien complexes. Depuis que j'écoute là, j'ai pas encore bien compris de quoi parlent ces vidéos. Des fois, j'écoute même sans vraiment comprendre tellement le niveau de, le niveau de recherche, le niveau de compréhension est tellement profond. Mais ce que moi j'apprécie, c'est la qualité de la vidéo. Donc, je peux écouter comme ça jusqu'à la fin, même je comprends pas la vidéo, mais je suis là captivé dans la vidéo. Ah, c'est puissant.
mais qui ont le mérite d'exister. En 2016, Sam Krigman, un étudiant en robotique à l'université du Vermont, est fasciné par ces images et veut lui aussi inviter ces créatures dans le monde réel. On trouve sur sa chaîne YouTube certaines de ses expérimentations encore virtuelles. Notre ami Krigman et son directeur commencent à travailler avec la branche futuriste du département de la défense américain et travaillent aux côtés de chercheurs d'autres domaines, notamment des biologistes, Black Easton et Levin. Black Easton raconte qu'un jour, les quatre font un appel Skype entre équipes et Sam Krigman montre une vidéo de l'une de ces créatures virtuelles, une sorte de table qui se déplace grâce à un mouvement de balancier entre ses quatre pattes. Et notre chercheur explique qu'il n'existe aucune technologie pour construire une entité similaire dans la vraie vie. Et Black Easton, l'un des deux biologistes, regarde la créature un moment, et puis il répond à l'informaticien « Je parie que nous pourrions la construire ». Sur le moment dans l'appel, il y a quelques rires, mais notre Black Easton retourne dans son laboratoire, commence à travailler, et il se rend compte très vite que le transfert est possible. Du virtuel au réel. Ils peuvent fabriquer ces créatures, non pas à partir de métal et de circuits, mais de cellules. C'est justement uniquement à l'aide de cellules, virtuelles ou réelles, que j'illustrerai le segment qui suit. L'idée me paraît bonne à 3h du matin, l'exécution sera probablement désastreuse, mais je ne peux plus reculer. Voici la section de présentation de ceux qui me font à nouveau le plaisir de financer cette vidéo. Green présentation rapide de Green institution financière française qui vous encourage à sortir de l'immobilisme des banques traditionnelles. Voilà ce qu'il constate. Laisser son argent d'ailleurs permet d'investir dans choses d'investir, portefeuille essayer. Bien en description, le de 2 mots 1, l'algorithme évolutif, similaire au premier que je vous ai présenté, un algorithme qui reprend la méthode de l'évolution. Cette première étape consiste simplement à donner deux catégories d'informations à l'algorithme. 1. L'objectif, par exemple, se déplacer, prendre un objet. 2. Le nombre de cellules et leur type, soit des cellules épidermiques pouvant se régénérer, soit des cellules de muscles capables de se contracter. Donc on dit à l'algorithme, par exemple, essaye de trouver la meilleure conformation possible pour avancer avec 900 cellules épidermiques et 500 cellules musculaires. Et voilà, il n'y a plus qu'à lancer l'algorithme. Dans les grandes lignes, l'algorithme suit une chaîne d'instructions. Premièrement, il crée une population de créatures virtuelles ayant une conformation de cellules aléatoires. Deuxièmement, chaque créature est lancée dans un environnement virtuel mimant la physique de notre monde. Troisièmement, il leur attribue un score de performance en rapport avec l'objectif recherché, et les plus mauvais sont remplacés par les plus forts, choisis aléatoirement. Finalement, il recommence sur 1000 générations. Au bout de ces 1000 générations, on a une créature qui aura normalement gagné, celle qui aura constamment eu le meilleur score. On la met de côté, le processus est terminé, et on recommence tout de 0, 99 fois. Ce qui veut dire qu'on obtient une population virtuelle de 100 créatures performantes, ayant chacune gagné une course sur 1000 générations, avec un design différent. On observe déjà à ce moment-là ce qu'on appelle de la convergence évolutive, c'est-à-dire que ces créatures différentes, formées différemment, finissent par se ressembler, car seules certaines géométries permettent d'accomplir efficacement une fonction donnée. Mais on note aussi une vraie diversité quand on se penche sur le détail de ces formes, comme dans la nature. On retrouve dans le règne animal tout un tas de créatures qui ont évolué indépendamment les unes des autres, mais qui ont toutes développé le même genre de membres pour voler, par exemple, des ailes. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que ces ailes sont toutes très différentes. Oiseaux, insectes, chauves-souris, donc une convergence de formes, mais une vraie diversité anatomique. Enfin, vient la phase de filtre et de test. On prend chacune de nos 100 créatures performantes et on leur fait passer un test de robustesse. En gros, on va venir générer du bruit autour des contraintes physiques. On leur fait aussi passer un test de construction. L'idée, c'est d'être sûr de pouvoir construire nos créatures virtuelles dans la vraie vie. Ces dernières doivent répondre à 3 contraintes de construction, des cellules qui se touchent les unes avec les autres, pas de trop grands trous, et au moins 50% de cellules épidermiques. Et une fois qu'une créature passe ces tests, on peut lui faire franchir la frontière qui la sépare de notre monde. Étape numéro 2, le laboratoire. Le matériau qu'ont trouvé nos chercheurs, c'est un embryon de grenouille, une espèce spécifique de grenouille, Xenopus laevis. Donc premièrement, on extrait les cellules souches, ensuite on les laisse s'agréger en une sorte de boule. Puis vient une étape minutieuse. Il faut sculpter la boule avec une électrode accutérisée de manière à ce qu'elle ressemble à la forme fabriquée par l'algorithme. C'est pas évident du tout, considérant le fait que ça doit être fait par un humain et que cette boule mesure entre 0,1 et 0,5 mm de diamètre. Imaginez-vous essayer de tailler quelque chose de si petit. Une fois la chose faite, il nous reste un problème. On a juste une forme, juste des cellules modelées, et puis c'est tout. Rappelez-vous, dans notre algorithme, on avait indiqué 2 types de cellules, épidermiques et musculaires. Pour le moment, nos cellules ne sont ni l'un ni l'autre, alors il faut les transformer, ce qu'on fait en y injectant des ARN messagers, de manière à surexprimer certains gènes, ce qui transforme une cellule indifférenciée en un type particulier. En gros, pour chaque... Dans l'aspect technique du laboratoire, honnêtement, moi je ne connais rien dans l'aspect, je comprends rien dedans, mais moi je regarde juste la vidéo, ça me captive. J'ai pas trop de commentaires à donner à cette partie. Cellules ont dit, toi tu seras épidermique, toi tu seras musculaire, et on avance comme ça jusqu'à les avoir toutes faites. Ici, le scientifique suit le plan de l'algorithme. Il regarde ce qu'il doit faire, où il doit le faire, et il copie du mieux qu'il le puisse sur cette boule, qui fait, je le rappelle, moins d'1 millimètre de diamètre. C'est long, c'est ardu, c'est extrêmement minutieux, mais après des heures de travail, je peux enfin vous présenter un Xenobot. Constitué d'à peu près 3000 cellules, capable de vivre à peu près une semaine. Une créature étrange, qu'on a du mal à catégoriser, un compromis entre le vivant et l'artificiel. Un robot biologique, imaginé par un programme, façonné par un humain, constitué de cellules de grenouille. Bon, le travail n'est pas encore fini. Ce qu'avait imaginé l'algorithme évolutif ne se produit pas forcément. Il y a des différences entre la réalité et la simulation de réalité de notre programme. Ce qu'on fait logiquement, c'est qu'on rentre dans l'algorithme les comportements des Xenobots dans la réalité. On lui dit, voilà ce que tu pensais que ça allait faire, et voilà ce que ça a fait. Le programme ingère ces informations, modifie ses paramètres, et recommence à calculer et à imaginer d'autres conformations. C'est une boucle, du virtuel au réel, du réel au virtuel. Et dans le réel comme dans le virtuel, ces petites choses sont très actives. Déjà, elles se déplacent. Les auteurs se sont aperçus que lorsque des Xenobots mobiles dont la fonction maximisée est la locomotion sont mis dans une boîte de pétri avec de la poussière rouge, après 24 heures, la poussière se retrouve agrégée, seulement dû au fait que les Xenobots ont bougé. Alors les chercheurs ont une idée, prendre le design de ce Xenobot et le mettre au tout début de l'algorithme, mais en changeant l'objectif. Maintenant, il devra nettoyer une zone de débris. À partir de cette fonction, des Xenobots virtuels et réels sont créés.
Durant l'optimisation de la locomotion, les chercheurs s'aperçoivent que certains xénobots ont un trou, et que certaines particules de poussière se font prendre dans ce trou. Alors ils recommencent, ils prennent les meilleurs xénobots dans le secteur de la locomotion, le font remanger par l'algorithme évolutif, et changent la fonction pour maximiser la distance de l'objet transporté. Ici, ils arrivent seulement à créer un xénobot virtuel, qui maximise cette fonction, pas à le modeler dans notre monde. Bon, donc on peut leur faire des choses. Important ça d'ailleurs que nous puissions leur faire des choses. Comprenez bien que ces bestioles ne sont pas intelligentes. Si elles avancent, c'est parce que les cellules musculaires se contractent, et se détendent, et se contractent, et que l'algorithme, connaissant les propriétés des cellules qui l'assemblent, peut les organiser de manière à ce qu'elles fassent avancer le corps qu'elles composent. Finalement, ces choses sont très similaires aux petites créatures du jeu de la vie de Conway. Elles ne pensent pas, elles suivent simplement les règles du jeu. S'il y a intelligence, c'est, ici comme là, celle très spécialisée des algorithmes, et celle beaucoup plus générale des humains qui organisent l'opération. Et on se retrouve avec ces choses, difficiles à catégoriser, constituées de vie, mais pas vraiment vivantes. Pour le grand public, la réception de la nouvelle de la création de ces créatures est particulière, comme une sensation de franchir une frontière qu'on devrait plutôt éviter de franchir. Et la suite des opérations ne facilite pas forcément les choses pour le grand public. Chez nos xénobots originaux, vous vous souvenez que certains ont été programmés pour transporter des objets. Eh bien, on met un xénobot dans une boîte de pétri, entourée par des particules colorées, et notre créature fait s'agréger ces particules, il les rassemble. Alors, nos scientifiques ont une idée. Placer dans la boîte, à la place des particules, des cellules souches de grenouilles, donc les blocs élémentaires de nos xénobots, mais ici en désordre. Les xénobots commencent à s'activer, à avancer, tourner, et après 5 jours, les cellules souches agrégées sont formées en sphères et commencent à se déplacer. Ces xénobots ont créé d'autres xénobots. Notez que ce n'est pas de la reproduction, malgré ce que beaucoup de journalistes ont pu affirmer, il n'y a pas de croissance de l'organisme, pas de matière créée. Ici, c'est ce qu'on appelle de la réplication cinématique, la capacité à s'auto-répliquer en utilisant les matériaux du milieu. En robotique, on parle de machines auto-réplicantes, et c'est bien ce qu'on observe ici, et ce qui nous pousse notamment à plutôt parler de robots biologiques. Problème, la réplication s'arrête après 2 générations, parce que les boules de cellules souches deviennent trop petites pour se déplacer. Alors les chercheurs retournent voir leur algorithme évolutif, avec pour objectif de diminuer le cycle de réplication, et une forme se détache du reste. La forme semi-toroïde, un Pac-Man. Et la raison du succès de cette forme est assez claire, plutôt que de se contenter de tourner autour des cellules isolées pour les rassembler, le Pac-Man peut les agréger directement dans sa bouche. Grâce à cette méthode, le diamètre des enfants produits augmente de 150% et le cycle de réplication diminue de 250%. Il fait celui moi il voit les coquettes. Ouais, la nourriture, c'est fini. C'est fou de voir ce que cet algorithme a été capable de fabriquer et dingue d'imaginer ce qu'on pourra bientôt faire avec des créatures similaires. Dépolluer certains milieux, en les produisant en masse et en les larguant dans une partie de l'océan pour capturer et réunir les microparticules de plastique qui polluent les eaux, au pif. En médecine, les possibilités sont infinies, on pourrait les utiliser pour délivrer un médicament à un endroit précis, on pourrait faire de la microchirurgie, tu vas là et tu coupes ça, on pourrait débarrasser le corps de molécules toxiques. En fait, là où ça devient génial, c'est qu'on pourrait fabriquer des xénobots à partir des cellules du patient que l'on veut traiter, sans aucun risque de rejet. On pourrait les utiliser pour identifier et détruire un cancer, ou pour retirer la plaque artérielle. Sam Krigman en parle de ça, et il s'en amuse, il dit « À quoi devrait ressembler un robot qui rampe dans vos artères ? Devrait-il avoir 4 pattes ? Je n'en sais rien. » Voilà, tout ce dont nos chercheurs doivent s'occuper, c'est la fonction. Le reste, c'est leur évolution de poche qui s'en charge. Donc, tout ça, c'est pour créer des robots qui vont aider à améliorer la vie des êtres humains. Moi, je n'avais pas compris. Depuis, je me disais que tout ce qui est à quoi là, ça va me servir à quoi. C'est maintenant que je comprends l'utilité des xénobots qui fabriquent des coups. Trop technique. Une autre évolution de poche pourrait aussi se charger de produire des xénobots dangereux, c'est un point sur lequel les chercheurs n'ont à ma connaissance pas communiqué, et sur lequel je me retiendrai de le faire plus en détail, parce qu'aujourd'hui, miracle, j'ai décidé de ne pas être anxiogène. Voilà, ne me remerciez pas. Bref, formidable évolution de poche, qu'il est d'ailleurs possible d'améliorer. En 2023, Joshua Bongard, l'un des auteurs de l'article original des xénobots, publie un autre article dans lequel il détaille, avec un collègue, leur conception de robots à partir d'algorithmes évolutifs. Et s'il constate que c'est très efficace, il constate aussi que c'est super lent. L'évolution, c'est un concept absolument brillant, et certaines de ces créations que vous pouvez observer tout autour de vous sont des merveilles d'ingénierie, mais ce sont des merveilles qui ont nécessité des milliards d'années. L'évolution, c'est un processus aveugle, elle ne sait pas pourquoi tel ou tel organe fonctionne. Tout ce qu'elle fait, c'est récompenser les gagnants et punir les perdants. Donc l'algorithme évolutif de nos chercheurs a besoin de 2 semaines sur un super ordinateur pour produire un robot performant. Alors, les auteurs de l'article implémentent dans le processus une nouvelle IA dont la tâche est d'isoler les modèles défectueux dans le processus évolutif et d'identifier dans le corps du robot ce qui ne va pas, de manière à guider l'algorithme vers de possibles solutions. Et avec cette méthode, un robot efficace peut être conçu en 30 secondes avec un ordinateur portable. Bref, génial algorithme évolutif, si simple mais si efficace, et pourtant, lors des années qui ont suivi, les chercheurs l'ont de moins en moins utilisé. Ils ont essayé quelque chose de beaucoup plus ennuyant sur le papier. Ils se sont contentés de laisser des amas de cellules souches s'agréger en une boule. Et puis voilà, ils ont observé. Ce que vous regardez, c'est ce qu'on appelle un xénobot basal. C'est pas passionnant au premier abord, et pourtant les chercheurs sont fascinés. Pourquoi ? Qu'y a-t-il à voir ici qui surpasse le potentiel de stimulation intellectuelle des Pac-Man autoréplicateurs ? En quoi ça, c'est aller plus loin ? Je vous montre. Voilà ce qui se passe quand on ne touche pas à ces agrégats. Sur les cellules apparaissent des cils. Rien de curieux pour le moment, du moins pas pour les chercheurs. La plupart des cellules ont des cils sur leur surface membranaire. Ces cils permettent plein de choses. Pour les cellules épidermiques de grenouilles par exemple, ils se situent à la surface de leur peau et leur permettent de faire circuler le mucus et les pathogènes qui s'y trouvent. Chaque cellule possède une centaine de cils qui battent en rythme. Donc le fait que des cils poussent, c'est ok. Mais ce qui a choqué les chercheurs, c'est de découvrir que les cils à la surface des cellules ont fait avancer la boule. Plein de petits cils qui fouettent l'eau, ce qui fait avancer la structure. Alors, il n'y a pas de direction prédéfinie, la boule avance de façon chaotique en spirale, mais ce qui a fasciné les chercheurs, c'est qu'une nouvelle fonction est apparue. La locomotion, à partir de structures, les cils, dont ce n'était pas la fonction originelle.
Bon là comme ça ne paraît peut-être pas grand chose, mais comprenez que c'est exceptionnel en fait. La locomotion n'a pas été codée, elle a émergé. Ces cellules, une fois libérées de l'organisme, cessent d'obéir aveuglément pour explorer de nouvelles possibilités. On découvre autre chose. Une étude d'avril 2025 révèle que contrairement aux têtards classiques qui ignorent le bruit, les xénobots, eux, réagissent aux ondes acoustiques. Lorsqu'on émet un son à 300 Hz, ils arrêtent leur spirale habituelle pour adopter une trajectoire linéaire, comme s'ils écoutaient et répondaient au signal. Ça, sur un organisme qui n'a ni cerveau ni neurones. C'est fondamental parce que ça nous montre quelque chose de très important. La fonction n'est pas écrite dans la cellule, elle émerge de l'organisation des cellules entre elles. Intuitivement, on pourrait s'attendre à autre chose. On pourrait imaginer que dès le départ, chaque cellule suit un plan précis, qu'elle sait ce qu'elle doit devenir, où elle doit se placer et à quoi elle doit servir, comme si tout était déjà écrit dès la naissance, chaque morceau ayant sa fonction assignée dans l'organisme à venir. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on se représente le développement du vivant, un programme qui se déroule étape après étape, sans surprise. Mais ici, cette intuition ne tient pas. Libérée de l'organisme, elle n'applique pas un programme figé. Les cellules explorent un autre espace de possibilités, et dans cet espace, une fonction globale émerge sans avoir été sélectionnée pour ça. Est-ce que vous comprenez pourquoi de simples cellules de grenouille sont des matériaux de construction extraordinaires? Parce qu'il n'y a rien de simple en vérité. On forme des... Je comprends pas, bro. J'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris pourquoi. Mais j'aime la vidéo. Ceux qui sont plus techniques, qui ont peut-être des études plus avancées, ou bien qui sont plus dans le domaine de la science, vont comprendre. Moi, j'ai pas compris, bro. J'ai pas te mentir. J'ai rien compris. des boules avec, et on les sculpte, et on s'émerveille de l'habilité des chercheurs qui les modèlent. Ces cellules passeraient presque au second plan, juste un matériau de construction, une sorte de pâte à modeler, mais... Je suis là pour vous rappeler qu'il n'en est rien, et que les héros de cette vidéo n'ont jamais été les xénobots, mais les cellules qui les composent. Quand on change d'échelle, quand on traverse la membrane pour plonger dans les entrailles de cette petite chose, on découvre une machinerie d'une complexité effrayante, une métropole furieuse, saturée, où des moteurs moléculaires marchent littéralement le long de câbles sous tension pour livrer des cargaisons, où des milliers de turbines grosses comme des atomes tournent à 30 000 tours minute simplement pour maintenir les lumières allumées. C'est un chaos parfaitement orchestré, une usine nanoscopique totale qui ne dort jamais, qui produit sa propre énergie, qui traque les erreurs de son code, qui recycle ses déchets pour se reconstruire en permanence, et qui cicatrise ses propres brèches en temps réel. Ce sont des bijoux de complexité et d'efficacité façonnés par 4,2 milliards d'années d'évolution. Ce ne sont pas de simples briques inertes dépendantes d'un tout, ce sont des organismes qui se suffisent à eux-mêmes, si bien qu'en dézoomant, notre vision de nous-mêmes change radicalement. Nous ne sommes pas des blocs monolithiques, nous sommes une foule. Notre corps est une gigantesque colonie de milliards d'organismes autonomes qui coopèrent. Nous sommes un univers entier, tout s'agence somptueusement, tout a un but, tout est utile. C'est magnifique. Les xénobots sont astucieux, mais ils ne sont encore que des brouillons comparés aux chefs-d'œuvre qui les composent. Au final, comme souvent par ici, ces petites choses ne sont qu'un prétexte pour nous émerveiller de la vie, et je crois que vous ne le faites pas encore assez, alors permettez-moi de conclure. La raison pour laquelle nos chercheurs ont tenté d'utiliser des cellules pour fabriquer leurs robots, malgré le fait que c'est un matériau très complexe à manier, vient du statut très particulier de la vie dans l'univers. Depuis 13,8 milliards d'années, ce dernier suit une règle simple, implacable, sans exception connue. Tout se défait. Les étoiles brûlent leur carburant, les galaxies se dispersent, les orbites se déstabilisent, les systèmes planétaires dérivent lentement vers le chaos, les fleuves aplanissent les continents, les vents effacent les reliefs, les montagnes s'érodent, les océans rongent les côtes, les métaux s'oxydent, les cristaux se fissurent, la chaleur se diffuse, les gradients s'annulent, les différences s'estompent, l'information se perd, l'énergie se disperse, tout se défait. C'est la seconde loi de la thermodynamique qui dit, en substance, ceci. Dans un système isolé, le désordre global ne peut qu'augmenter. C'est ce qu'on appelle l'entropie. La perte progressive des contraintes, la disparition des formes improbables, la tendance de l'univers à choisir statistiquement les états les plus banals. Quand même, je connais l'entropie, c'est dans la chimie, ça. Là, c'est À cette échelle, tout ce qui existe est condamné à se simplifier et à subir le désordre. L'univers entier, tout, sauf la vie. La vie fait exactement l'inverse de ce que l'univers favorise. Là où tout se défait, elle construit. Elle crée des formes terriblement improbables. Elle maintient l'ordre localement contre une tendance cosmique au nivellement. Contrairement à un système inanimé, un système vivant ne gagne pas d'entropie. Il se bat constamment contre la perte d'énergie, en mangeant, en buvant, en respirant, en assimilant. La vie est un processus qui lutte sans cesse contre l'entropie. Si on coupe un bout de métal, la coupure restera potentiellement éternellement. Mais si on coupe un organisme vivant, il cicatrisera. Voilà ce que nos chercheurs veulent utiliser. Voilà ce qu'est se battre contre l'entropie. Une cellule maintient des gradients chimiques que la physique seule effacerait. Elle répare ses structures, remplace ce qui se dégrade, et conserve une organisation hautement improbable. Un arbre capte un gaz diffus dans l'air et l'organise en bois, en feuilles, en forme solide, à rebours de la tendance naturelle à la dispersion. Un embryon transforme une cellule unique en un corps structuré, différencié, orienté, alors que toutes les lois statistiques favorisent l'uniformité. À toutes les échelles, la vie trie, organise et maintient de l'ordre, en dépensant de l'énergie pour résister à la pente naturelle de l'univers. Simplement en existant, vous et moi, et cette petite boule de cellules de grenouille, nous nous rebellons, que nous le voulions ou non, contre l'un des principes les plus absolus qui régissent l'univers. Ego. Dinguerie ce mec. Moi, j'ai plus rien à ajouter. Vous connaissez déjà la suite. Ça, c'est un monstre. Voilà, il a posté il y a 2 semaines. Il est déjà à combien de millions de vues là? Il est à 1,4 million de vues. Il va poster encore l'autre peut-être en juin ou en mai comme ça. C'est ego, c'est tout ego là-bas. Il ne rit même pas. J'ai des vidéos 2.0. Dans tous les cas, tout ce que j'ai retenu, c'est les xénobots. J'ai retenu qu'ils fabriquent les xénobots. Donc, je m'attends à ça. C'était captivant, c'était divertissant. Moi, j'ai vu ça comme un divertissement. Sinon, la vidéo ne m'a rien appris vraiment utile du point de vue intellectuel. Mais bon, du point de vue divertissant, ça m'a diverti. C'est l'essentiel. C'est ce.
on se dit, tu vois, vous voyez donc que c'est pas la quantité qui fait forcément qu'un créateur discorde. Parfois même la qualité suffit. 12 vidéos suffit pour te faire atteindre 1 million de vues et générer plus de 30 millions de vues. 10 vidéos juste, c'est pas la quantité, la qualité, il travaille la qualité. Mais on sait tous quand même que la qualité aussi n'est pas facile. Parfois, que de jouer les pros et espérer sur la qualité, vaut mieux charger la quantité. Après, c'est qu'une question de choix. À toi de choisir, soit tu es team qualité, soit tu es team quantité. Perso, moi aussi team quantité. 0 fois 0. Big up. On se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos. C'était Roosevelt. Ciao.